Bonjour à toutes et bonjour à tous. Savez-vous que du haut de cette tour, 8 siècles d'histoire nous contemplent? 8 siècles, enfin, pas tout à fait, un peu plus. Cette tour appartient en effet à un ensemble monumental qui va bientôt fêter ses 1000 ans. 1000 ans d'art, d'histoire, d'architecture que nous allons vous conter maintenant. Bienvenue au château de Laval. Toute cette longue histoire a commencé par quelque chose qui n'était pas vraiment réglo. Oui, tout à fait. À propos de la fondation du château de Laval, qui intervient entre 1020 et 1030, on parle d'une fondation adultérine, c'est-à-dire un acte illégal qui est perpétré par un seigneur, un certain Guy de Dénéré, qui s'installe ici par la force. Manu Militari, il vient prendre possession d'un site de gué sur la Mayenne, un point de passage relativement important entre le bassin parisien et la Bretagne toute proche. Néanmoins, il conviendra de préciser que la forme de ce tout premier château était vraiment, somme toute, assez troublante. Ce château ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il était beaucoup plus grand. Il était en effet composé de 2 parties. Une basse-cour, encadrée par 3 mottes de terre, à l'intérieur desquelles se trouvaient les logements de la familia, c'est-à-dire les personnes qui étaient au service de la famille seigneuriale. Cette famille seigneuriale, quant à elle, résidait ici, dans ce que l'on appelle la haute cour. Et on peut voir encore aujourd'hui des vestiges de leur résidence que l'on appelait le domicilium. Ici, avec ces murets qui sont encore conservés et qui ont été mis à jour lors de fouilles archéologiques. Nous voici maintenant dans l'endroit le plus ancien du château. Oui, effectivement, nous sommes dans la chapelle, une chapelle en crypte qui présente un caractère roman assez remarquable avec sa très élégante voûte d'arête qui retombe sur des chapiteaux à décor végétal qui attestent d'une mise en œuvre ostentatoire datée des années 1160. C'est l'époque où le baron Guy V de Laval, après s'être révolté contre l'autorité de son suzerain Plantagenet, décide en fait de changer de stratégie et de paraître dans la pierre par l'entremise de la construction en parallèle de la fondation de l'abbaye cistercienne de Clermont, à quelques kilomètres de Laval, de cette chapelle remarquable. Alors cette chapelle, c'est aussi un lieu d'inhumation, comme on peut le voir avec le sarcophage dans lequel a été inhumée une certaine Anne d'Allègre. Alors ce sarcophage a été mis à jour lors de fouilles archéologiques, il a été ouvert et à l'intérieur, eh bien, on a eu la surprise de découvrir un corps qui était relativement bien conservé. Il s'agissait d'une corps d'une femme qui mesurait environ 1,53 m, qui était âgée entre 55 et 65 ans au moment de son décès. Mais on ne savait pas qui était cette femme. Des recherches un peu plus actives nous ont amenés à en déduire que cette femme n'était autre qu'Anne d'Allègre qui avait épousé le comte Guy XIX de Laval. Pourquoi a-t-elle été inhumée ici? Eh bien tout simplement en raison de sa religion. Les membres de la famille de Laval avaient pour habitude d'être inhumés à la collégiale Saint-Tugal. Ils étaient catholiques. Anne d'Allègre ne l'était point, elle était protestante. On ne mélange pas les torchons et les serviettes et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée ici, toute seule, dans la chapelle du château. Nous voici maintenant dans l'endroit le plus intéressant mais aussi le plus emblématique de ce château, à savoir la charpente qui couronne la tour maîtresse. Oui, tout à fait Amélie, cette charpente, déjà en son temps, au XIXe siècle, avait attiré l'attention d'érudits comme Prosper Mérimée, Eugène Viollet-le-Duc, qui avaient bien perçu l'importance de ce bel ouvrage. Un bel ouvrage qui concrètement repose sur un esprit de génie, puisque nous avons sous les yeux 2 gigantesques roues de moulin. En architecture, on parlera d'enrayure, une enrayure basse, une enrayure haute, et puis entre les deux, une forêt véritablement de poteaux verticaux, dont ce poinçon central, qui devait être à l'origine un majestueux tronc de chêne, choisi pour ses qualités en forêt de Laval,
abattu, taillé sur place, ramené jusqu'au chantier. Son rôle est important parce que c'est lui qui maintient la majeure partie du poids qui s'exerce par l'entremise de la toiture. On a en tout et pour tout un ensemble qui repose en parfait équilibre qui est perceptible par la présence d'une galerie extérieure que l'on appelle le our, qui avait par ailleurs une vocation défensive qui s'explique dans le contexte historique bien particulier de l'élévation de l'ensemble. En effet, ce our a été daté de 1220. Nous sommes quelques années après que la seigneurie de Laval soit tombée en quenouille. Autrement dit, que le dernier seigneur de Laval soit mort sans héritier mâle. La coutume humaine veut, dans ces cas-là, que le roi de France marie l'héritière avec qui bon lui semble. Et Philippe Auguste choisira pour mari à Emma, ni plus ni moins, son connétable, c'est-à-dire son chef des armées, Mathieu de Montmorency. Le mariage est prononcé en 1218 et il n'est donc guère étonnant que 2 ans plus tard, cet édifice militaire soit achevé. L'histoire de ce château a souvent été une affaire de femmes, n'est-ce pas Amélie? Eh oui, elles ont eu un rôle fondamental dans l'évolution du bâtiment, à l'image de Béatrix de Gavre, qui épouse à la fin du XIIIe siècle le baron Guineuf de Laval. Béatrix de Gavre est originaire des Flandres. Or, à l'époque, les Flandres représentent la première province drapière d'Europe. Cette union amène donc à la famille de Laval une somme d'argent considérable avec laquelle elle va pouvoir mettre au goût du jour ce château. C'est le début d'un vaste chantier qui va s'achever vers 1310 et qui verra la construction notamment d'un grand logis seigneurial d'orientation nord-sud et qui, à l'image du palais de la Cité construit à Paris par le roi Philippe le Bel, sera doté en particulier de ce type de fenêtres à quadrilobe, c'est-à-dire ce motif de trèfle que l'on retrouve en partie supérieure, et puis surtout en façade de l'élévation d'un grand degré, un grand escalier monumental dont il subsiste encore aujourd'hui ce porche tout à fait énigmatique au regard de nos visiteurs. On a peine à imaginer aujourd'hui qu'à la Renaissance, le château de Laval a été le centre de l'une des seigneuries les plus influentes du royaume de France. En effet, à la fin du Moyen-Âge, la famille de Laval est remerciée par le roi de France pour ses bons et loyaux services durant la guerre de Cent Ans. Et le baron de Laval devient le comte de Laval. Pour mettre en adéquation ce château avec ce nouveau titre, eh bien la famille de Laval va réaliser de nouvelles alliances matrimoniales très intéressantes. À l'image du comte Guy XVI de Laval qui va épouser une certaine Charlotte d'Aragon. Charlotte d'Aragon, ce n'est pas n'importe qui. Elle n'est autre que la dame d'honneur d'Anne de Bretagne. Cette alliance, qui va être très courte puisque Charlotte va rapidement mourir en couche, va à nouveau apporter beaucoup d'argent à la famille de Laval qui va permettre de mettre au goût du jour ce château. À partir des années 1504-1505, puis avec une seconde campagne vers 1515, un programme architectural ambitieux va être mis en œuvre ici même au château avec l'adjonction d'une aile sud au grand logis d'orientation nord-sud et puis surtout la mise en œuvre de ces grandes travées de fenestrage au premier étage, soulignées de tuffeau, cette pierre calcaire blanche assez friable que l'on fait venir à grands frais des bords de la Loire, matériau qui va permettre la mise en œuvre d'un riche décor sculpté faisant référence à l'Antiquité, animaux mythologiques, armures romaine. On a en tout cas ici même la quintessence de l'un des châteaux les plus intéressants de l'Ouest français. C'est en tout cas un chef-d'œuvre de la première Renaissance. Nous venons d'évoquer les travaux réalisés par Guy XVI sur la façade du vieux château. Son fils Guy XVII va vouloir faire encore mieux que son père en construisant cette galerie de style Renaissance. Et en exploitant naturellement la dot de son épouse, Claude de Foix, qui va être mise à contribution dans l'élaboration de ce vaste chantier mis en œuvre à partir de 1540,
avec la construction de ce qu'on appelle une galerie, c'est-à-dire un édifice de plaisance, un véritable promenoir couvert, inspiré directement des chantiers auxquels Guy XVII a pu assister, c'est-à-dire la galerie du château de Fontainebleau, construite par François Ier, et puis également celle du château de Châteaubriand, construite par son oncle Jean de Laval. Alors cette galerie répond au style de la seconde Renaissance, avec un décor qui est beaucoup plus sage que le style précédent, un décor qui est très rythmé et dans lequel on va trouver aussi la superposition des ordres antiques. Malgré tout, on a quelques petites touches un peu plus importantes de fantaisie, avec la présence de ces cuirs qui font directement référence à l'école de Fontainebleau. Nous avons déjà évoqué le passé militaire de cette tour maîtresse, mais elle a aussi eu une fonction carcérale à partir de 1792. Les autorités révolutionnaires réquisitionnent en effet le château pour le transformer en prison. Alors il ne faut pas imaginer une prison comme on les connaît aujourd'hui, mais les détenus étaient ici installés dans des conditions mais tout à fait déplorables, avec une hygiène lamentable. Alors ces détenus nous ont quand même laissé des traces de leur passage ici au château de Laval. Oui, des traces matérielles pour le visiteur qui aura l'œil, en particulier ici même, dans l'encadrement de cette fenêtre, sur les pierres de tuffeau qui la composent. On va retrouver un certain nombre de graffitis, alors des choses parfois très basiques, des petits bâtonnets qui permettent de comprendre que le prisonnier a compté les jours, ou des choses parfois plus stylisées avec une écriture très agréable, un Vive le roi, avec un roi R-O-Y, voilà, orthographié suivant l'Ancien Régime, qui rappelle que c'est probablement un aristocrate qui a été emprisonné ici même, et puis son pendant ici même, Faure, imprimeur. On sait que Faure, notamment, imprimeur de son état, était l'un des principaux sans-culottes lavallois et qu'il a fait partie de ces gens qui ont été emprisonnés après Thermidor, après la chute de Robespierre en 1794. En 1910, la construction d'une prison moderne aux portes de Laval va provoquer le transfert des détenus hors du monument. Dorénavant, ce dernier va faire l'objet d'une restauration, somme toute abusive, conduite par Léon Vincent, qui était architecte en chef des monuments historiques. Et dans les années 20, sous l'égide de Daniel Euler, Lavallois, géologue réputé au niveau national, va ouvrir ici même un musée dédié à la géologie et à l'archéologie. Néanmoins, aujourd'hui, lorsque l'on vient visiter le château Laval, eh bien, nous n'avons pas l'occasion de découvrir ces collections. On découvre en effet tout autre chose. En effet, depuis 1967, c'est désormais un musée qui est dédié à l'art naïf et aux arts singuliers que vous pourrez découvrir. Cela en hommage au douanier Rousseau, considéré comme le père de ce courant pictural et qui est né à Laval, tout près du château, au niveau de la porte Becheresse. Alors, vous l'aurez compris, ce site est extrêmement riche, extrêmement intéressant et nous vous encourageons à venir le découvrir. À très bientôt et au plaisir de vous rencontrer ici au Château de Laval.